Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans le ring. Une fois de plus, nous recevons ce soir Jacques Bertrand-Mans. Jacques Bertrand-Mans, bonsoir. Bonsoir mon cher et merci de me convier à nouveau à cet échange fraternel. C'est la deuxième fois que vous arrivez ici, vous vous sentez bien? C'est la deuxième fois que vous m'invitez. Que je vous invite, bien sûr. Je me sens pas mal. Je me sens pas mal dans tous les cas. Ah, ok, j'espère qu'on va faire une très belle émission. Je vous prends à chaud comme toujours. Avez-vous réellement la vidéo des nudes de Moustique le charismatique? La vidéo existe. Vous avez bien constaté qu'il s'est tué. Oui, vous l'avez dit sur les réseaux. On voudrait savoir si c'est vrai. Attendez. Oui. Il s'est tué. Après que je lui ai annoncé, il n'a plus 10 mots. Ça veut dire que le débat est clos. Et je lui ai dit qu'il fallait que ce débat-là prenne fin. Parce que ce débat prenait déjà d'autres tournures. Et donc, c'est l'existence de cette vidéo qui l'a complètement abasourdi. Quelle est la nature de cette vidéo? Non, on va pas parler de ça. Et comment faites-vous pour être toujours en contact avec des vidéos qui compromettent des personnalités? Quel est votre secret? Non, je ne suis pas toujours en contact avec des vidéos qui compromettent des personnalités. C'est pas ça, les attitudes. Je suis en contact de manière hasardeuse avec une vidéo qui compromet celui dont vous parlez. Voilà. Oui, justement, dernièrement, vous nous aviez dit que la vidéo qui compromettrait l'honorable Cabral Libby est à chaud, vous me voyez venir. Aujourd'hui, elle-même, elle existe. Oh oui, l'avocat de l'honorable Cabral Libby, maître René Roger Bébé, demande à la police judiciaire de vous interpeller pour diffamation. En quelle qualité est-ce qu'il donnerait des ordres à la police judiciaire? Il est avocat pourtant. Et les avocats donnent des ordres à la police judiciaire? Et d'après le texte, c'est que vous êtes passé sur les réseaux sociaux, quel que soit ce que j'aurais fait, un avocat donne-t-il un ordre à la police judiciaire? Vous voyez que vous avez des avocats là qui n'ont pas très bien leur place là où ils sont. La police judiciaire mène ses enquêtes. Un avocat peut se plaindre, mais il n'a pas d'ordre à donner. C'est pas ça son rôle. Non, mais il aurait envoyé des émissions telles que Le Ring, bien d'autres émissions dans l'info, investigation, le mot finit par sortir. Des émissions, des vidéos dans lesquelles vous faites des allégations prétextant que l'honorable Cabral Libby aurait reçu 1 milliard pour ne pas reconnaître. Ça fait combien de mois que je dis ça? Beaucoup de mois quand même. Pourquoi ce n'est que maintenant que... Après le 12 octobre. Pourquoi ce n'est que maintenant que l'avocat dont vous parlez donne des injonctions à la police judiciaire, alors qu'il y a 4 mois, lui-même avait annoncé de manière pompeuse sur Facebook qu'il porterait plainte et tout. Et aujourd'hui, lorsqu'il semble avoir décidé d'avancer, il donne des injonctions à qui? Qu'il porte plainte comme il a fait, que convocation me soit servie. Je vais desservir et je vais répondre aux questions des policiers, de la police judiciaire. J'ai souvent envie de poser la question, qui est derrière vous, Bertrand? Qui? Vous n'avez pas peur, vous avez une certaine assurance. Qui? Vous comptez sur quoi? Sur la vérité. Il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses, plutôt qu'aux imaginations que l'on s'en fait. Est-ce que je vous ai dit ici que votre chemise ou alors que votre veste est jaune? Non. Si je vous dis que votre veste est jaune, à ce moment-là, je peux commencer à paniquer parce que je sais que je suis dans le mensonge. Mais si je vous dis que votre veste elle est bleue ciel comme je la vois là, je n'ai pas besoin de paniquer. Je suis froid dans l'analyse. Donc c'est la même chose. Oui. Lorsque nous avions fait l'émission ici, le jour de la production, la diffusion de l'émission, l'honorable Cabral Libby a dit qu'on devrait plutôt vous aider. Je reviens sur ces mots-là. Vous avez des problèmes psychiatriques. Donc, il a donc dit plus clairement, comme on dit au quartier, que je suis fou. Oui, bien. Bon, je vais donc devrait plutôt vous aider. Je devrais vous demander. La solution, donc, quand on a fait un fou, c'est de l'envoyer en prison. L'honorable Cabral Libby est un juriste. Ah, je crois. Suivant ce qui est dit sur des documents. Comment il annonce qu'un monsieur est fou
Oui, qu'on devait plutôt vous aider parce qu'il l'a souvent fait aussi. Il a dit que souvent fait parce qu'il savait que vous n'avez pas... Il a souvent fait quoi? Vous avez des problèmes Et qu'est-ce qu'il a souvent fait selon nous? Vous aider, selon M'aider à faire quoi? C'est moi qui l'aide souvent. Et ce jour, vous attendez, oui. On parle d'aide. Il vous a dit le nombre de fois que je l'ai aidé, financièrement parlant. Il vous a dit le nombre de fois où je l'ai assisté. Vous l'aviez aidé financièrement parlant, l'honorable Cabral? Vous voulez que je vienne ici avec les dépôts, Orange Money et les legs et tout ça? Quand il parle d'aider, il m'a aidé en quoi? Il m'a donné quoi depuis qu'on se connaît? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ouais, les gens sont dans la roublardise. Vous comprenez? Oui. Et ce genre de personnes, ils doivent être dénoncés. Ce genre de personnes doivent être mis hors d'état de nuire. Nous sommes sur un fait sur lequel je dis que ce monsieur a une posture qui est contre la démocratie, contre l'état de droit, contre les libertés après l'élection présidentielle. Au lieu de me répondre sur cette base-là, pourquoi n'a-t-il pas accepté la vérité des urnes? Pourquoi n'a-t-il pas accepté le choix des Camerounais? Pourquoi n'a-t-il pas indiqué l'écart considérable et avantageux que le candidat Issa Chiroma avait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est ce que je lui reproche. C'est qu'il sert, c'est de venir dire que je suis un malade mental. Je suis donc un malade mental. Qu'est-ce qu'il fait avec un malade mental devant les tribunaux? Ça veut dire qu'il est incohérent. Vrai ou faux? À vous de voir. Non, ça bat de source, ça coule de source. Vous dites, un monsieur vous dit que vous avez fait quelque chose, que vous-même vous savez que vous avez fait. Vous venez devant le public, dire que non, ce monsieur-là, ne l'écoutez pas parce que ce monsieur, il est fou. Après, quelques jours après, vous vous retrouvez devant le juge en train de porter plainte à ce monsieur. Ça veut dire que c'est vous le faux. Là, mais Bertrand, je ne voudrais pas être désobligeant. Qu'est-ce que votre père vous reproche? Parce qu'il va dans le même sens que Cabral. Et vous étiez très dur envers votre père après cette sortie-là. Mon père est médecin. Et votre famille? Mon père est-il médecin? Je vais vous dire, hein, on est dans un monde de mafia. Vous comprenez? On est dans un monde où des gens sont prêts à tout pour le gain. On est dans un monde où les gens sont prêts à sacrifier même leurs propres enfants pour le gain. Et moi, je ne vais jamais cajoler une personne qui est dans la dérive. Qui plus est parce qu'il est mon père. Jamais. Et je vous ai dit clairement que celui qui est mon géniteur est dans la déviance. Et ça depuis des années. Et je ne tolère pas ça. Et si je ne tolère pas ça pour lui, qui a eu la bonne volonté de me mettre au monde, ce n'est pas pour Cabral Libi que je vais tolérer les déviances. Il faudrait qu'on soit dans la rectitude morale. Il faudrait qu'à un moment dans ce pays, que les gens puissent se regarder en face et se dire des vérités. Les seules personnes qui peuvent parler de l'état de santé mentale d'un individu, ce sont des médecins et spécialistes en la matière. Donc pour le reste là, ceux qui sont dans des brailleries, des ragots, ce sont des non-événements. Et d'ailleurs, ça fait combien de mois que vous vous entretenez avec moi? Beaucoup quand même. Depuis qu'on se connaît, oui, avez-vous déjà décelé une incongruité ou une incohérence dans mes agissements ou dans ma manière de faire ou dans mes propos? Bon là, c'est vrai que... Non, je veux que vous répondiez à non, cette je question. réponds. Je vais tout simplement dire que, pour être sincère, je m'adresse à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Non. Vous voyez donc des gens parce qu'ils ont un intérêt, des gens parce qu'ils ont un agenda caché, sont prêts à dire, à faire n'importe quoi. Sont prêts à sacrifier même ce qu'ils ont de plus cher. Parce que quand vous avez un monsieur qui est mon géniteur et qui a un seul fils qu'il a mis au monde parmi tous ses enfants et qu'il est prêt à agir avec autant de légèreté, vous comprenez que le mal est profond. Et ça, il faut sanctionner ça. Parce que moi, je n'ai pas les leviers de répression. Sinon, je sanctionnerais ça avec la plus forte énergie. Parce que c'est très grave. Oui, mais dans ce sens-là, mon collègue présentateur, youtubeur, Brice Emma Fometio, c'est lui qui a mené l'enquête dans votre famille et vous avez coupé les ponts avec lui. Pourquoi? Non, je n'ai pas coupé les ponts avec lui. Je n'ai jamais été d'abord ami avec lui.
C'est lui qui m'a contacté il y a quelque temps. Et chaque fois qu'il me contacte, je lui réponds. Couper les ponts, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on buvait souvent des bières ensemble? Est-ce qu'on avait l'habitude de sortir ensemble? Je le connais comme journaliste, comme vous. Vous m'avez sollicité comme tout autre journaliste me sollicite. Si je suis disponible, je viens. Mais couper les ponts, est-ce que, à part ce que nous sommes en train de faire là, avons-nous d'autres liens que nous entretenons? Je ne comprends donc pas. Bon, peut-être lui, dans son esprit tordu, entre guillemets, peut penser qu'il a posé un acte qui pour moi est répréhensible. Non. Chacun est libre de poser les actes qu'il veut. Dans la révolution tranquille que moi je souhaite on en parlera dans cette émission. Oui, oui. On en parlera. Nous laissons l'attitude aux gens de poser des actes. Seulement la liberté qu'ils ont en posant ces actes ne devrait pas peindre la responsabilité qui devrait être la leur chaque fois qu'un acte est posé. Il va sans dire que la liberté ne s'exprime que parce que la responsabilité est derrière. Lorsque vous êtes libre de poser un acte, sachez que vous serez responsable de l'assumer. Voilà. Ok, nous sortons de ce chapitre-là. Nous rentrons dans votre combat. Voilà, dans votre combat, on vous a connu comme très vite. C'est vrai que vous avez mené d'autres combats avant, à l'université et bien d'autres. Mais là où l'opinion a connu le monde aujourd'hui, c'était le combat contre l'insalubrité. La question, c'est où en est-on? Dans la ville de Douala, et puis un travail vraiment fastidieux de fourmis. Vous avez sillonné toutes les mairies. Où en est-on avec l'insalubrité dans la ville? Est-ce que ça avance? Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté? Oui, bien sûr, j'ai l'impression d'être écouté, mais pas peut-être très bien cerné. Le combat contre l'insalubrité était un tremplin. Le combat contre l'insalubrité était un chemin qui menait vers un autre combat qui était plus intéressant et plus portant. Il s'agit du combat pour ou contre la malgouvernance. Parce que l'insalubrité que vous voyez là, c'est la résultante, ce n'est que la résultante de la malgouvernance. Et si vous combattez seulement l'insalubrité, sachez qu'après vous allez aller combattre seulement la corruption, après vous allez aller combattre seulement les maladies, après vous allez aller combattre seulement l'absentéisme, après vous allez aller combattre seulement le manque d'exécution des marchés publics. J'ai donc voulu passer par un tremplin pour arriver à une fin. La fin, c'est le combat contre l'inertie, la malgouvernance et la dictature reptilienne et totalitaire de M. Biya-Paul en sa qualité de responsable de la technostructure administrative du Cameroun. Voilà le vrai combat. J'ai choisi de vous y amener méthodiquement de cette manière, mais voilà le vrai combat. Parce que si nous réussissons à gagner ce combat-là, nous avons sauvé le Cameroun. Si nous réussissons à renverser la donne, nous allons pouvoir développer le Cameroun et garantir à chaque Camerounais un meilleur standard de vie. C'est ça notre leitmotiv en fait. Oui, justement, vous avez vu sur le chemin, sur le terrain du délestage, et ça va de plus en plus, hein, ça va de mal en pis. Au Cameroun, aujourd'hui, on voyez donc tous les jours, oui. Si on s'était cantonné aux poubelles, qui aurait parlé des délestages? Qui aurait parlé du mauvais état de la route, des routes, et principalement celle du Septentrion, plus particulièrement celle de Ngaoundéré, Garoua, Maroua Kousseri, en passant par Dabanda et tout ça. On en parlera parce que vous sortez là du Septentrion. Maintenant, Jacques-Bertrand, les mauvaises langues disent, je ne sais pas si c'est les mauvaises langues, hein, que vous vous attaquez aux failles de certaines autorités pour attirer l'attention sur vous, est-ce vrai? Je n'ai pas compris votre question. Oui, la question c'est, je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Vous allez dire par exemple qu'il y a la saleté dans telle mairie et pour que le maire sente que vous êtes là et autres. Et qu'est-ce que le maire, si le maire sent que je suis là, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va me donner? Est-ce que je suis là pour le maire? Vous voyez, au Cameroun, vous continuez à nombriliser les problèmes. Vous continuez à personnifier les problèmes.
Moi, je connais combien de maires au Cameroun. Avant de commencer ces histoires-ci, j'avais quel contact avec eux? Je n'en veux même pas. C'est pas ça l'objectif. Lorsque j'interpelle M. Mbassa Diné, qui est le maire de la ville de Douala, vous pensez que c'est un problème personnel? Est-ce que je suis de son âge? Est-ce que je suis de sa génération? Est-ce qu'on a les mêmes combats? Est-ce qu'on fréquente les mêmes milieux? Est-ce qu'on partage les mêmes choses? Non. Il ne s'agit donc pas d'un combat de personne à personne. Il s'agit d'un citoyen, d'un concitoyen qui s'adresse à l'exécutif communal de sa localité. Donc, n'allez pas dire que les gens disent que les maires, c'est si. Moi, j'ai rien à foutre avec les dans maires. l'investigation aussi. Non, mais faites des investigations, mais ne relayez pas des ragots. Moi, j'ai rien à cirer avec les maires. En tant que personne, moi, je m'intéresse aux institutions. Qu'est-ce qu'un maire, en sa personne, sa qualité, en quoi est-ce qu'il serait intéressant pour moi? Lui. Non. C'est l'institution du maire, en tant que représentant de la commune, qui, moi, m'intéresse. Et là, moi, je peux indexer un maire, je peux indexer une commune, parce que j'ai remarqué de manière objective qu'il y a telle ou telle autre chose qui ne vont pas. Tout comme je peux arriver dans une commune, comme celle de Garoua, et remarquer que l'exécutif communal en question a fait un travail exceptionnel. Vous avez la société des transports de Garoua, vous avez une salubrité à Garoua qui ne dit pas son nom, vous avez la voirie urbaine qui est entretenue, et alors de manière magistrale. Vous avez un tracé routier, vous avez un linéaire routier qui est comparable à celui de Yaoundé ou de Douala, qui est même supérieur à celui de Yaoundé ou de Douala. Lorsque vous avez donc affaire à un exécutif communal comme celui-là, vous l'accompagnez, vous le félicitez. Quand vous arrivez en Gongsamba et que vous voyez que la mairie de Gongsamba, l'exécutif communal de la mairie de Gongsamba entretient la ville de manière à ce que vous ne voyez même pas une seule poubelle ou un seul papier dans un marché. Parce que j'ai relevé ça. Je suis allé au marché de Gongsamba AB. J'ai pu faire un random qui visait à montrer qu'il n'y a même pas un seul papier au sol. Oui, mais vous avez annoncé hier sur votre page que vous étiez en route pour Douala et puis que vous espériez qu'il n'y a plus d'ordures. Vous êtes là depuis ce matin. Qu'en est-il? Quel est le bilan? Je suis là et j'ai fait le tour de la ville. Oui, oui. J'ai même d'ailleurs fait des reportages, comme j'ai l'habitude de faire, que je vais diffuser sur ma page tout à l'heure. De constater que la saleté, l'insalubrité est plutôt grandissante. Pour dire que tout ce que nous disons, ceux qui nous gouvernent pour la plupart, s'en moquent éperdument. Et que comme nous sommes les seuls à nous manifester, on peut donc nous traiter de fous, on peut nous traiter de ting-ting. Il y a un influenceur qui m'a traité de chien, pour ne pas le citer, vous l'avez cité tout à l'heure, moustique de charismatique. Donc, voilà dans quelle société nous sommes. Et que quand il fait ça, des personnes applaudissent sur ses pages. Des jeunes, comme vous et moi, qui estiment que non, on ne doit pas tirer sur l'État central parce que nous vivons bien, simplement parce qu'il y a un grand frère au quartier qui leur donne quelques bières le soir. Et ils estiment donc que le régime doit rester de même. Voilà. Vous êtes arrivé, vous veniez vous-même de faire la comparaison. C'est vrai que vous m'avez pris de pied. On devrait parler de votre passage dans le Septentrion, mais nous allons le faire, c'est dans la deuxième partie de cette émission rapidement. Pourquoi, quand vous faites la comparaison, Gongsamba est très propre, les mairies à Douala ne sont pas propres? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Vous qui êtes sur le terrain, avez-vous déjà, vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qui cloche? Non, il y a que les gens sont dans la désinvolture, les gens sont dans, comment je vais appeler ça, le repli. Les gens refusent d'écouter. Les gens sont dans une bulle. Oui. Depuis que je parle de la mairie de la ville de Douala, est-ce que l'exécutif communal a posé la question de savoir quelle est la proposition que vous nous faites? Vous dites que c'est sale, c'est comme ça. Quelle est la proposition que vous faites? J'ai porté le projet de 1000 jeunes soldats de la propreté. Jusqu'ici, c'est resté lettre morte. Ce projet-là qui visait à ce que
des jeunes soient non plus seulement des personnes qui observent des gens venir verser les ordures partout, mais qu'ils soient des garants et des veillants pour nos rues dans les quartiers. Et que ça se fasse de manière bénévole. Et qu'on pointe en fonction du nombre d'actions qu'un jeune a posées. Ça aurait lutté non seulement contre le désordre urbain, l'insalubrité et tout, mais contre le chômage également. On fait donc des propositions comme ça. Les gens sont hermétiques. Les gens ne veulent pas comprendre. Parce qu'ils ont déjà sélectionné une clique d'experts, de soi-disant experts, qui leur donnent des conseils. Donc ils pensent donc avoir la science infuse. Alors que des intelligences sont nombreuses. Nous avons la prétention de les avoir aussi. Voilà. Oui, hormis le fait de ramasser, ils devaient ramasser ces ordures-là, mettre où alors? Parce qu'au Rwanda, on a mis des systèmes sur pied pour transformer ces ordures-là et pour en faire la biogaz. Et en quoi est-ce que le Rwanda serait supérieur au Cameroun? Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Oui, je voulais savoir, j'aimerais que vous décliniez ce projet de 1000 jeunes, quels étaient point par point les points forts. Mais il était question déjà qu'on fasse une sorte de pré-collecte, oui, qu'on fasse une sorte de tri, qu'on fasse une sorte de recyclage. Parce qu'en fait, si on se lance véritablement dans le recyclage des ordures ménagères, il n'y aura pas de grandes décharges. Hein. En Europe, il y a les grandes décharges, il n'y en a pas. Parce que tout est recyclé. Tout est mis à contribution. On a plus, ici chez nous, des ordures ménagères d'ordre végétal. Épluchures de manioc, ainsi de suite. Des choses qu'on peut capitaliser à faire plein d'autres choses pour le bénéfice de l'ensemble. Qu'est-ce que les gens font? Ils sont dans leur bureau climatisé, ils ont des bureaux 4x4 qui sont payés avec les frais du contribuable. Ils refusent de réfléchir. Et lorsqu'on veut leur apporter des apports sur le plan de la proposition, ils sont dans la désinvolture. Voilà le véritable problème au Cameroun. Bon, je vais être un peu très curieux. Vous avez vu qui avait votre projet? Passons. Non, mais Bertrand, nous sommes là en train de... Non, passons. Passons, vous allez encore dire qu'on est en train de tirer sur les gens. Non, on aimerait savoir... Non, j'ai dit passons. Qui est-ce que vous avez vu? Passons. Pour aider la lanterne, pour que notre émission, l'échange soit encore très... Maintenant même que je suis en train de parler de ça, les personnes qui sont impliquées dans l'action et dans la décision, s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie qu'on avance. Est-ce que ça doit être une histoire de personne à personne? Lorsqu'une personne est en train d'alerter l'attention des gens sur un sujet aussi important, est-ce qu'il a besoin d'aller dans leur chambre pour leur parler de ça? Est-ce que je dois courir derrière M. Atangandi, Mme Célestine Ketchakoutès, Monsieur le maire de la ville de Douala, Yaoundé et tout ça? Je dois aller dans leur chambre pour leur parler de ça? Pourquoi on dise après que je suis corrompu? Pourquoi on dise après que j'ai pris ma part? Vous comprenez donc? Je n'ai pas besoin de ça. Nous apportons des propositions d'ordre structurel qui visent à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il ne s'agit pas des actions posées pour notre intérêt personnel. Maintenant, ceux qui nous gouvernent, s'ils veulent écouter, parce que ce sont même des consultations qui sont payées dans d'autres pays. Sérieux. Mais si on leur fait des propositions, ils ne veulent pas écouter. Quel est le pouvoir que j'ai? De leur poursuivre chacun dans leur lit ou dans leur chambre pour leur imposer quelque chose. Vous de la Douala, vous avez donc continué à faire des... Vous savez combien de fois est-ce que j'ai cherché à rencontrer M. Mbassa-Diné? Par l'entremise, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Oui. Par l'entremise de son secrétaire particulier. Au moins 3 fois. Accompagné par un grand frère que j'aime bien, qui est le directeur du contentieux de la communauté urbaine. Ils font comme ça, ils font un peu comme si je venais demander de l'aumône là-bas. Un peu comme si j'avais besoin d'un plat de nourriture où j'allais... On vient leur faire des propositions sur comment gérer les ordures ménagères, comment gérer la salubrité dans la ville de Douala. On le leur fait même gratuitement. Des consultations gratuites. Ils se renferment. Ils estiment que leurs bureaux sont climatisés et que les nôtres ne le sont pas. Qu'ils ont des voitures et que nous n'en avons pas. Et que nous sommes des sous-hommes. Voilà la structure et la structuration mentale de ceux qui nous gouvernent. Ok, passons. Vous étiez au Grand Nord. Comment avez-vous trouvé cette partie du pays? Non, je dois vous dire que
c'est peut-être fait à dessein. C'est peut-être une volonté politique de détruire le Grand Nord. Pourquoi? Mais sachez que le Grand Nord, le septentrion, est la mamelle nourricière du Cameroun. Devrait même être le levier de développement du Cameroun. Parce qu'il y a tout là-bas. Sur le plan de l'agriculture, sur le plan même des infrastructures naturelles, sur le plan du tourisme, le Grand Nord est une catastrophe touristique. Mais le ministre Bello Bouba Maïgari est du Grand Nord. Il doit même aller en prison, celui-là. Pour n'avoir rien fait depuis qu'il est ministre du tourisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu des reportages, des petits reportages que j'ai faits sur le mont Mandara, sur les gorges de Kola, Gorge de Kola, oui. sur plusieurs autres choses. J'ai dit, moi j'ai fait ça en une semaine. Hein. J'ai fait connaître aux gens un certain nombre de choses. Depuis qu'il est ministre du tourisme, avec tout le budget qu'il a là, qu'est-ce qu'il a fait? Les sites touristiques se meurent. À Garoua, même qui est sa ville, le zoo de Garoua, ça ne ressemble à rien. Alors qu'il y a des espèces rares là-bas. Il y a un lion au zoo de Garoua qui a votre taille, plus que votre taille, qui est là, qui est moribonde, qui n'est pas entretenu. Et vous dites qu'on a un ministre du tourisme, qu'on avait un ministre du tourisme. Vous voyez même que depuis même qu'il a démissionné, il n'y a aucune différence entre quand il était là et quand il a démissionné. Ça prouve qu'il n'a jamais rien fait. Des gens comme ça devraient être en prison. Il devait être en prison, pourquoi? Parce qu'il a... Non, mais parce qu'il a manipulé la fortune publique pendant des années sans qu'il y ait un avancement véritable. Qu'est-ce qui a motivé votre visite dans le Grand Nord? C'est ce qui motive mes actions au quotidien. Et ma visite n'est pas seulement dans le Grand Nord. C'est pas seulement dans le Grand Nord que j'ai été. Et c'est pas seulement dans le Grand Nord que j'irai. Je compte aller dans le Nozo dans quelques jours. Je compte aller à l'ouest et finir cette visite dans le sud, la région du président Biapol. Et j'irai dans le sud en passant par Kribi. J'irai dans le sud en passant sur la route de Kribi et Bolova, en passant par Kom2. Cette route-là qui, depuis des décennies, a englobé beaucoup d'argent et n'est jamais fini. C'est par là que j'irai, dans le sud. Vous avez fait tous les mini-reportages comme on vous connaît, là? Je vais le faire. Selon vous, qu'est-ce qui bloque réellement le développement dans le Grand Nord? On a parlé de l'État. Pas seulement dans le Grand Nord. Posez-moi la question de savoir qu'est-ce qui bloque le développement au Cameroun. Oui. C'est M. Biapol. Il doit partir. Il n'a plus les manettes de gouvernance. Il est dans l'incapacité manifeste de gouverner. Il ne peut plus réprimer. Il ne peut plus contrôler. Il ne peut plus coordonner l'action gouvernementale. Regardez ce qui s'est passé au port autonome de Douala avec le directeur du port, le ministre des Finances, le premier ministre, le secrétaire général de la présidence. Il n'y a plus de cohésion gouvernementale. Regardez ce qui se passe avec le Conseil national de la magistrature, qui ne se tient pas. Il y a des magistrats qui m'écrivent dans mon téléphone pour me dire que leur carrière est brisée depuis 5 ans. Ils sont sortis de l'ENAM. Ils n'ont jamais été à un prétoire. Ils n'ont jamais été affectés nulle part. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des policiers qui sont dans des zones reculées qui, depuis 7 ans, n'ont pas eu de mouvement. Et ce n'est pas tout. C'est comme ça dans tous les secteurs d'activité. Je vous parlais de la route Ambam, de la route Kribi et Bolova en passant par Kom2 depuis des années. Le stade olympique, on a dit qu'on va le terminer. Celui de Douala ici. Vous avez les routes avec M. Ganoudi, mais c'est qui ne fout absolument. La pénétrante est et ouest de la ville de Douala, elle s'est achevée. Vous avez donc des chantiers inachevés comme ça, partout. Là où des gens ont pris beaucoup d'argent. Regardez les chantiers de la Cannes. Les hôtels, j'étais à Garoua, l'hôtel La Benoît est détruit complètement. Hein, c'était un Ben Modo qui aujourd'hui est en train de se comporter comme un donneur de leçons. Alors qu'il a eu beaucoup d'argent dans ce pays, qui lui a été octroyé par ses amis de la présidence, et il n'a rien fait. Il est parti maintenant, il est resté aux États-Unis, il donne des leçons aux gens. Voilà le Cameroun. Et le principal responsable, c'est M. Biapol. C'est pour cela que nous, dans la révolution tranquille, l'objectif majeur et premier, c'est de le démettre de ses fonctions de président de la République.
Mais est-ce vous avez le sentiment que vous êtes accompagné par des jeunes, des millions de jeunes qui pourront... Comment va se passer la révolution tranquille? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes autour de ce mouvement-là? Bien sûr. Déjà, il faut dire ce que c'est que la révolution tranquille. Oui, allons-y, nous sommes là. Et pour dire ce que c'est que la révolution tranquille, il faut préciser ce qu'elle n'est pas. La révolution tranquille n'est pas un parti politique. La révolution tranquille n'est pas un mouvement de coup d'État. La révolution tranquille n'est pas une secte, n'est pas un groupuscule. La révolution tranquille est un mouvement social populaire dans lequel il y a toutes les consonances politiques possibles, tous les syndicats possibles, toutes les associations de défense de consommateurs et tout ça possible. La révolution tranquille, c'est vous, c'est moi, c'est ce petit Camerounais qui souffre. Nous avons décidé depuis 17 ans de systématiser cela, de codifier cela et de proposer aux Camerounais quelque chose qui va nous pousser à l'alternative crédible et claire, objective et totale. La révolution tranquille est étalée sur 3 leviers. Le premier levier, il s'agit de révolutionner les mentalités des Camerounais. Il s'agit de leur faire comprendre qui ils sont, ce qu'ils ont à faire, le rôle qu'ils ont à jouer, et ce qu'ils attendent de l'État et ce que l'État attend d'eux. Dans ce premier levier, nous allons combattre le tribalisme, le repli identitaire, l'égoïsme et l'égocentrisme. En fait, nous allons recentrer les choses, puisque l'écart a été anommé et la norme a été écartée. Nous allons normaliser la norme et écarter l'écart. Lorsque nous l'aurons fait, nous passerons. Et c'est un impératif catégorique. Oui. Tant que nous n'avons pas réussi le premier levier de la révolution tranquille, nous n'avançons pas. Et c'est dans ce levier que nous allons éduquer, sensibiliser les Camerounais à la bonne chose, la chose normale et la chose publique. Le deuxième levier, il est celui de la reddition des comptes. Nous allons demander des comptes à ceux qui nous ont gouvernés pendant 44 ans, qui ont eu des budgets colossaux et qui n'ont rien fait. Nous allons dans ce levier-là toujours créer une banque de technocrates. Parce qu'après avoir pris le pouvoir, il n'est pas question que nous le cédions à d'autres personnes. Nous devons nous-mêmes assurer la continuité du service public. Et sur la base de quoi? Sur la base d'une ressource humaine de qualité que nous aurons déjà préalablement sélectionnée dans la banque des technocrates, qui ne sera pas seulement une banque typiquement camerounaise, qui sera une banque aussi de la diaspora camerounaise. Et enfin, le troisième et dernier levier de la révolution, c'est le lancer d'assaut. Nous avons lancé l'assaut vers le palais d'Etoudi et vers les différents chefs-lieux de région au même moment, le même jour. Et en ce moment-là, il sera difficile pour les forces de maintien de l'ordre de contenir la masse qui ira déloger M. Biapol du palais sans utiliser de violence, sans utiliser d'armes. Voilà comment est établie la révolution. Est-ce que vous voyez, Président, le troisième président du Cameroun, est-ce que quand il se lève le matin, il se dit, je peux être le troisième président de ce pays? Je me dis, je suis le révolutionnaire qui mène la révolution tranquille. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui décide. Ok, disons-nous un matin, on réfléchit, au prochain gouvernement, le président de la République vous appelle et vous dit, ok, bon... Je voulais dire que M. Biapol est incapable, est dans l'incapacité manifeste de gouverner. Je ne serai pas sous les ordres de M. Biapol. Vous lui direz non? Je lui dirai non, à lui. Parce que lui, il n'a plus la force physique, la force spirituelle, mentale nécessaire pour conduire un gouvernement. Mais je ne dis pas que c'est la même réponse que je pourrais apporter à une autre personne. Comme qui? Comme toi? Comme vous-même. Non, je ne suis pas politicien, malheureusement. Pourquoi vous pensez que le président Kamto ne peut pas être président? Que vous ne pouvez pas être président? Que Issa Tiroma Bakary qui a gagné l'élection? Parce que voilà quelqu'un qui a gagné une élection au Cameroun, qui devrait être président de la République. Et dans la révolution tranquille, puisque nous avons une obligation de vérité, nous disons que pour ces 7 ans-ci, celui qui doit gouverner le Cameroun, c'est M. Issa Tiroma Bakary. Parce qu'il a remporté l'élection. Pourquoi ne pas poser la question de M. Issa Tiroma, par exemple?
Chacun a son choix. Bon, je suis apolitique en passant. Vous êtes en politique et vous posez des questions politiques. Vous êtes en politique et vous êtes journaliste d'investigation. Vous voyez que vous tous au Cameroun, vous êtes dans la roubladise. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous vous intéressez aux questions politiques et vous ne pouvez pas venir dire sur un plateau aussi sérieux que le vôtre que vous êtes apolitique. C'est une incongruité. En fait. Non, passons. Bien, merci toujours de me coller la colle. C'est très bien d'échanger avec vous. Chaque fois, c'est toujours comme ça. Maintenant, je voudrais poser la question. Est-ce que lors des prochaines élections législatives et municipales, Jacques Bertrand pourra être candidat? Je suis candidat aux élections législatives pour le compte de Vouly Sud, Douala 2e. Je serai investi par le parti UPP, United People Party, qui est conduit et géré des mains de maître par le docteur Amanga Ketia, qui en est le président national. Et dans ce parti-là, j'occupe une place stratégique parce que je suis le secrétaire national à la communication de ce parti. Donc je suis l'un des décideurs, des cadres de ce parti que nous sommes en train de proposer aux Camerounais, dont les Camerounais adhèrent massivement, parce que le docteur Amanga Ketia fait des tournées dans le Cameroun, fait un maillage territorial exceptionnel. Il est d'ailleurs le seul, parce que c'est l'UPP qui est le seul parti au Cameroun à l'heure actuelle qui est en train de faire un maillage territorial. Ne soyons pas surpris qu'à l'élection législative qui arrive, que vous voyez l'UPP avoir un nombre de députés que vous n'avez même pas attendu. Parce que nous sommes sur le terrain. Pendant que les alliés du RDPC actuellement, le PCRN et consorts, sont dans des débats et des batailles qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun intérêt pour les Camerounais. Voilà qui est bien dit, on espère tous que Man va remporter le siège de député Vouly Sud, c'est ça? Si les populations de Vouly Sud, c'est-à-dire de Douala 2e, sont conscients de ce qui sont dans la malgouvernance, l'inertie et la condescendance de ceux qui nous gouvernent, ils feront le choix de les mettre hors d'état de nuit, de les bouter en touche. Et nous ferons le devoir d'assurer à ces populations-là un meilleur standard de vie. Moi, député, qu'est-ce que je changerais au Cameroun, aux Camerounais? Première chose, oui. Député. Nous conduirons à l'Assemblée nationale une loi qui visera à bannir l'absence de la double nationalité ou de la plurinationalité au Cameroun. À abolir définitivement cette loi qui interdit aux Camerounais d'avoir une autre nationalité, qui interdit à nos frères de la diaspora de venir faire ce qu'ils peuvent faire au Cameroun parce qu'ils sont Camerounais. Voilà la première chose. Oui. Et la deuxième chose? La deuxième chose. Déclinée en 3 points. La deuxième chose, nous garantirons aux Camerounais le meilleur standard de vie à partir de la nutrition qui se rapproche d'eux. Nous allons le faire. Et nous allons ensuite nous attaquer aux infrastructures. Parce qu'aucun développement ne peut se faire sans une visée ou alors sans une approche infrastructurelle solide. On espère que vous ne direz pas quelques mois après que vous n'aviez plus faim. Bon, vous voyez. Non, vous savez bien qui a dit qu'il n'a plus faim depuis qu'il est député. Il s'agit de Cabral Libi. Non, vous le savez, il a dit depuis qu'il est député qu'il a... Parce qu'en fait, avant qu'il ne soit député, il avait tellement faim. Et c'est la différence entre ce genre de politiciens et moi. C'est que nous n'avons plus faim depuis beaucoup d'années. Parce que nous avons bâti un certain empire sur le plan professionnel. Et que nous n'allons pas en politique pour arrondir nos plats. Nous y allons parce que nous avons un projet pour les Camerounais. Nous y allons parce que nous avons un amour pour notre pays et pour nos concitoyens. Rien à voir avec ceux qui sont intéressés et qui pensent qu'il faut faire la guerre à ceux qui sont des adversaires idéologiques sur le plan politique. Maintenant, vous allez prendre la posture, n'est-ce pas, d'un observateur de la société. Il y a quelques jours, la Miss Cameroun a été détrônée. Et derrière ce mouvement, il y a eu beaucoup d'accusations, je ne reviendrai pas dessus. Quel a été votre regard, vous, homme politique, vous, acteur de la société? Mais je vais vous dire que, avec un art réflexe,
j'ai pris position pour cette jeune dame. J'ai dit un an réflexe. Dès que j'ai appris ça dans la nuit, le lendemain, j'ai pris mon téléphone, j'ai posté, je soutiens la ministre qui vient avec des situations. Mais lorsque j'ai eu des éléments, comme ceux que vous avez, j'ai compris que cette jeune fille, belle physiquement qu'elle est, ne méritait pas de porter une couronne en tant que représentante de la beauté africaine camerounaise, en tant que modèle pour la jeune fille. Parce que lorsque vous êtes dans la prostitution, lorsque vous êtes dans... Elle est prostituée? Alors, je ne veux pas utiliser ce terme-là. Lorsque vous êtes dans le charlatanisme, lorsque vous devez donner du charme au mari des gens et tout ça, et lorsque vous devez faire du chantage à certains hommes avec qui vous êtes amis dans la nuit, et que vous devez... Bref, vous n'êtes pas digne de porter la couronne du Cameroun. Ce que nous, dans la Révolution tranquille, nous apportons, c'est cette dignité-là. C'est ce grand Cameroun. Et c'est celui-là que nous voulons présenter à nos concitoyens. Cameroun de Oumniobé et de bien d'autres. Bien sûr. Sauf que, on va rester dans ce cadre-là, et je sais pourquoi je reste avec vous, je ne vais pas le dire ici, parce que vous avez d'autres casquettes. On dit que le comité d'organisation de Miss Cameroun, c'est une sorte de Epstein à la camerounaise ou encore de Balthazar. Ça veut dire quoi? Vous connaissez l'histoire de Epstein, non? Aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Exprimez-vous. Des trafics pour gravir les échelons, c'est purement la théorie de canapé. Non, c'est pas vrai. J'avais cette appréhension avant d'être en quelque sorte proche de cette... Parce que c'est depuis ce scandale-là que je me suis un peu intéressé à ce qui se passe avec ces jeunes dames. C'est pas vrai. Madame Amougou, Ingrid, avec qui j'ai échangé récemment, m'a paru plutôt une mère qui a des valeurs. Parce qu'il faut savoir quelle est la genèse de cette histoire de Miss. C'est une dame, Madame Ingrid Amougou, qui revient au Cameroun ici et se rend compte qu'à Mbam là-bas, il y a des jeunes filles qui à 12 ans, 10 ans ont déjà accouché, ont des bébés et ne vont plus à l'école et tout, et décident d'organiser un concours de beauté pour que celle qui sera élue soit un modèle pour ses sœurs. Voilà comment de fil à aiguille, cette dame arrive à mettre sur pied le Comica et Miss Cameroun. Avec beaucoup d'éthique, beaucoup de valeurs. Mais les gens, quand ils arrivent dans votre business, ils se mettent à faire ce qu'ils veulent. On le lit, une jeune dame Miss aujourd'hui, parce qu'on veut lui donner une certaine visibilité et qu'elle doit profiter de cela pour se faire une vie. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'elle se retrouve dans les foyers des gens? Qu'est-ce qu'il y a qu'elle se retrouve en train d'empoisonner des gens, en train de donner du charme à certains responsables de la République et en train de leur dire à tue-tête sur les réseaux sociaux? Vous estimez vraiment que ce genre de personnes... C'est aussi très grave, mais avez-vous des preuves de ce que vous dites là? Non, mais vous connaissez ça. C'est pas moi qui ai dit. Vous avez suivi des audios. Vous avez vu des captures d'écran. Mais pourquoi à chaque moment vous êtes en train de parler de preuves, des faits évidents? C'est la même chose, hein? C'est-à-dire qu'on parle de Cabral Libi et du fait qu'il soit inclus dans la commission post-électorale. Vous dites des preuves alors que c'est clair, que tout le monde sait. Et que tout le monde peut le percevoir. On parle déjà... Mais mon travail, c'est de poser des questions. mais je vous réponds. Est-ce que je suis pas en train de parler à vos questions? Vous le faites. Alors, sur des faits, sur des évidences, c'est souvent de donner l'impression aux gens qu'ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Lorsque quelque chose est évident, ayons l'honnêteté et l'humilité de l'accepter. Maintenant, il y a quelques jours, j'allais dire 3 jours, hein, le Cameroun, comme tous les pays au monde, on a vécu la journée de la femme. Sauf que ça a eu un caractère dans notre pays, un caractère beaucoup plutôt festif. Des vidéos d'obscénité ont circulé sur les réseaux sociaux. Je ne m'arrête pas là. Le pain de 8 mars n'était pas à la portée de tout le monde. De 10 000 à la société SICAM, on pouvait rafler jusqu'à 20 000 quelque part. Comment avez-vous vécu Voilà donc cette malgouvernance. Voilà cette incohérence dans l'action. Pourquoi les pagnes ne sont pas mis à la disposition des femmes
plus tôt. Pourquoi ce n'est pas décentralisé? Pourquoi ça devient une histoire de réseau? Le paille. Vous qui le payez avec votre argent. On doit encore vous imposer une certaine statut pour que vous puissiez l'avoir. C'est simplement parce que ceux qui gèrent cette affaire sont là pour la vente. Et c'est la plupart des problèmes au Cameroun. C'est exactement ça. Maintenant, pour revenir sur les obscénités, la fête. Je pense que le statut de la femme au Cameroun est questionnable. La manière avec laquelle certaines femmes sont gérées, utilisées dans les foyers, ça fait très mal. Il ne se passe pas un mois au Cameroun où il n'y a pas de féminicide. C'est pas possible. Je crois que c'est un sujet... De janvier à février 34 et 19 seulement dans la région. Ça veut donc dire qu'il y a 2 féminicides au moins par mois. C'est très grave. Et lorsqu'on le dit, on condamne ceux qui posent des actes de violence vis-à-vis de leur compagne. Mais on devrait également condamner ces dames-là, parce qu'il y en a. C'est peut-être à une portion plus petite. Ces dames-là qui sont aussi dans la violence contre leur mari. Parce que la violence n'est pas que physique. Lorsque vous avez votre mari qui rentre du travail et qui est fatigué, et qui à un moment vous lui avez servi à manger et qui veut entrer en intimité avec vous, vous le faites patienter, vous le faites pleurnicher de 20h jusqu'à 5h du matin. Après vous lui dites que voilà, alors ça. Alors, ça il s'agit d'une violence psychologique aussi. Et les dames doivent comprendre que ça doit être vice-versa. On doit se cajoler, s'aimer, se protéger. Que ce soit l'homme pour la femme ou alors la femme pour l'homme. On doit vivre dans un système d'harmonie, d'amour. Parce que sans l'amour, la famille ne tient pas. Les leviers de développement d'une famille sont basés sur l'amour. Si vous ne vous aimez pas mutuellement, vous ne pouvez pas avancer dans un foyer. Voilà. Là, maintenant, je reste sur ce cas, on va sortir rapidement. Je disais tantôt, ce sont des données statistiques. 34 féminicides en 2026. Nous ne sommes qu'en mars. Rien que la région du centre, 19 cas enregistrés. C'est des compagnes qui arrachent la vie de leurs compagnes. Vous, qui êtes dans la société et qui aimeriez avoir un Cameroun différent, comment est-ce que vous appréhendez ça? Quelles sont les solutions pour vous? Non, les solutions, c'est le dialogue. Les solutions, c'est un martelage, un matraquage médiatique sur les valeurs de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Si on applique ce que la Bible dit, ce que le Coran dit, ce que les autres livres qui prêchent l'évangile disent, on se éloignera de ce genre de phénomène. Okay. Bertrand, au Cameroun, la religion la plus répandue, c'est la religion catholique. On parle presque 69% de Camerounais sont catholiques. Maintenant, le pape Léon XIV arrive au Cameroun sous l'invitation du président de la République du 13 au 15. Il visitera évidemment Yaoundé, Douala et... Il visitera quoi à Yaoundé? Il visitera les prisons de Yaoundé dans lesquelles se trouvent des prisonniers politiques. Vous n'avez pas laissé fini, j'allais poser la question. Il visitera Yaoundé, Douala et il ira à Bamenda. Comment appréciez-vous la venue du pape? Et c'est le 3e pape. Le premier, c'était en 1985. C'était l'énigmatique pape Jean-Paul II. Il est revenu en 1995. Et en 2009, on a eu Benoît XVI. Maintenant, c'est Léon XIV. Première question, selon vous, pourquoi le Cameroun sollicite autant la visite des papes sur son territoire? Non, c'est peut-être parce que depuis ce temps-là, c'est une seule personne qui gouverne. C'est M. Biapol qui est catholique. Mais le Cameroun est laïque quand même. Oui, bien sûr. Mais lui, il est catholique. Et chaque fois que le pape est souvent venu, il a souvent eu des moments intimes avec le pape. Nous, notre problème n'est pas tant que le pape vienne. Le pape est une autorité religieuse qui est reconnue. Mais le problème, c'est que le pape va venir, il y aura un budget. Ce budget-là aurait pu permettre de construire, d'aménager des forages. Le pape va venir pour faire quoi? Pour bénir encore M. Biya, pour qu'il reste toujours président de la République du Cameroun après 44 ans. Si le pape vient pour lui dire que M. Biapol, moi en tant qu'autorité religieuse, en tant qu'un homme spirituel, je vois que vous n'avez plus les moyens et les leviers de gouvernance, libérer le plancher. Là, la venue du pape est salutaire pour les Camerounais. Mais si le pape vient là, pour bénir M. Biya et lui garantir
une longévité éternelle au pouvoir, la présence du pape nous est nocive. C'est très fort ce que vous dites. Maintenant, vous travaillez, on rentre dans votre vie professionnelle pour sortir bientôt de cet échange qui se veut très, très fructueux. Vous êtes dans le fret aérien, le transport aérien. Et quelque temps, on a détecté, on a déniché une cargaison de la marijuana qui s'estimerait à des milliards de nos francs CFA. Qu'est-ce qui justifie la porosité de nos frontières et même de nos aéroports? C'est la même chose que je vous dis depuis le début de cette émission. La malgouvernance, l'inertie, l'égoïsme, l'égocentrisme et la mauvaise foi de certains de nos dirigeants et de certains Camerounais. Parce que lorsque vous faites bien votre travail, comme le fait M. Gafford, commandant Gafford de l'aéroport de Douala, oui. Ou alors le chef qui a de bureau, piloté l'opération aussi. ou le chef de bureau Olémé Achille, ou le chef secteur et tout. Lorsque vous faites bien votre travail, il est difficile et même impossible qu'une cargaison de 2 tonnes de poussière, de cocaïne et tout ça puisse franchir les frontières du Cameroun. Mais on a souvent vu ça ailleurs. Ça franchit parce que les gens ne font pas leur travail. Parce que les gens, lorsqu'on est venu leur soudoyer, lorsqu'on est venu leur faire de la corruption, ils valident et laissent passer. Donc voilà, nous avons un problème de porosité de nos frontières. Et donc, il y a des moments où des gens interceptent des cargaisons qui sont frauduleuses et les laissent passer simplement parce qu'ils ont pris de l'argent. Moi, je vous rappelle que je suis dans le syndicat des transporteurs, des transitaires du fret aéroport, et que là-bas, nous connaissons des gens qui sont prêts à laisser passer là. Et là, c'est ça qui est dangereux. C'est donc un éveil de conscience qui est important de faire au Cameroun, à tous les niveaux, pour que nous puissions nous remettre sur les rails. Parce qu'on a vraiment normalisé l'écart et on a anormalisé la norme. Oui, l'avant-dernière question avant de sortir de cette émission. Le Cameroun est 4e cette année parmi les pays au monde où il y a eu plus d'immigrés au Canada, derrière la Philippine, derrière l'Inde et la Chine. Et il y a dernièrement, le Royaume-Uni a interdit l'entrée sur son territoire aux travailleurs camerounais et aux étudiants. Sans oublier ce que les États-Unis ont suspendu carrément le traitement de visa long séjour. Dites-moi, je sais que vous allez encore me dire que c'est la malgouvernance. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui? Non, pour ce niveau-là, c'est la désinvolture. Parce que nous, personnellement, nous avons interpellé Monsieur le ministre des Relations extérieures. Nous lui avons parlé d'un principe sacro-saint en relations extérieures. Il s'agit du principe de la réciprocité en droit international et principalement en relations internationales. Il est hors de question que les Camerounais soient chassés dans d'autres pays et que nous, ici, nous soyons en train d'aduler les personnes qui, dans leur pays, on nous mène la vie difficile. Regardez ce que les Guinéens font au Cameroun. Mais ici, quand ils arrivent, on les traite bien. Et c'est la même chose avec les autres pays. Nous avons donc une diplomatie qui est fragile, qui est faible, qui est souple, et qui est voulue entretenue par le président M. Biapol. Pourquoi? Mais parce que ce sont les leviers pour lui pour se maintenir au pouvoir. C'est très important. Le jour où vous aurez l'envie que je vous décline les axes et les méthodes utilisées par M. Biapol pour la perpétuation de son pouvoir, invitez-moi à une émission aussi intéressante. Nous allons vous décliner ça. Parce que c'est pensé. Il y a tout un cabinet noir qui pense au maintien de M. Biapol au pouvoir. Et ils sont prêts à tout. Créer des fake news, mettre les gens hors d'état de nuit, en éliminer certains. Ils sont prêts à tout pour que ce monsieur de 94 ans puisse continuer à mal diriger le Cameroun. Nous sommes à la fin de cette émission. Jacques Bertrand Mans, un mot de fin. Rejoignez-nous dans la révolution tranquille. C'était Jacques Bertrand Mans, une deuxième fois, n'est pas trop, qui a accepté encore de descendre dans le ring. Nous avons aimé son franc-parler. D'ici à là, portez-vous bien. Retrouvons-nous sur les antennes de Ainsi va la République, sur YouTube, Facebook. Ciao, ciao.